Bonsoir à tous. Bienvenue à notre émission Café Noir. C'est notre première émission officielle, donc notre numéro 1, toujours avec notre ami Pierre Levigan. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gilbert. Alors, comme on a décidé aujourd'hui, après plusieurs hésitations, de parler du Covid-19, vu que tout le monde en parle, je pense qu'il y a eu même une avalanche d'informations et souvent contradictoires. Donc, on va essayer de prendre un angle un peu différent de ce que les médias disent du Covid. Et je te laisse à toi la parole. Vas-y. Oui, alors quelques mots d'abord. Oui, alors maintenant c'est très à la mode de dire la Covid. En fait, c'est soit on parle du virus du Covid, donc c'est le Covid, le virus, soit la maladie du Covid. Voilà, bon, personnellement, je préfère rester au le Covid, le virus. C'est pas un virus très grave. Moi-même, je l'ai eu le Covid, alors je peux en parler. Hein. Une semaine avec 39,8 de fièvre, bah, on n'en meurt pas. Et puis même si on en mourait, même si j'en étais mort, j'ai 64 ans, enfin, on ne va pas arrêter le pays parce qu'un bonhomme de 64 ans meurt. Donc, faut revenir sur Terre un peu. Hein. Tous les deux, nous sommes dans les populations à risque. Absolument, absolument. Voilà. Et puis, il y a des hôpitaux qui sont censés nous soigner. Bah, par exemple, bon, en France, en ce moment, il y a 33 000 personnes hospitalisées. Paraît-il, suite au Covid, bon, en fait, il y a beaucoup de comorbidités. Les chiffres du Covid sont de toute façon gonflés systématiquement. 33 000, il reste encore à peu près 400 000 lits d'hôpitaux en France, même si on a eu plus de 100 000 supprimés les 20 dernières années, donc 33 000 sur 400 000, sachant qu'il y a de la comorbidité, qu'il y a des gens qui seraient quand même à l'hôpital parce qu'ils ont le Covid plus autre chose, 33 000 sur 400 000, c'est pas si énorme que ça. Et en lit de réanimation, il y a un peu plus de 3 000 personnes en France qui sont hospitalisées pour le Covid, et là aussi avec de la comorbidité. Bon, c'est pas énorme. Si on n'avait pas aussi peu de lits de réanimation ou de soins intensifs, ce qui est la même chose, en France, si on en avait plus de 5 000, si on en avait 28 000 comme en Allemagne, il n'y aurait aucun problème, il n'y aura aucune surcharge. Pour prendre un exemple, la ville de Paris, 2 millions d'habitants, il y a à peu près 700 personnes hospitalisées pour le Covid, hein, donc 700 sur 2 millions pour prendre la capitale. Et sur ces 700 hospitalisés, il y en a environ 160, les chiffres sont sortis il y a 2-3 jours, il y en a environ 160 en lit de réanimation, 160 sur une ville de 2 millions d'habitants. Donc de quoi on parle, hein? Vraiment, cette maladie est surdimensionnée par les pouvoirs publics pour faire passer une stratégie de confinement, parce que c'est aussi le moyen d'éviter tout mouvement social, etc. Sauf les mouvements sociaux plus ou moins contrôlés. Pierre, avant qu'on arrive à cette conclusion sur les motifs, essayons d'aller un peu plus sur le détail des chiffres. Moi, ce que je trouve bizarre de mon côté, c'est que, par exemple, maintenant, dans cette deuxième saison du Covid, parce que je n'aime pas le terme vague, vu qu'un virus, les virus sont saisonniers, comme les experts nous disent. Donc, il y a eu la première saison qui était normalement les Covid, parce qu'il y a eu plusieurs Covid. Les saisons normalement du Covid qui est identique à la grippe, c'est normalement dans les pays occidentaux de l'hémisphère nord, c'est normalement entre octobre et avril. Donc on a eu une première saison qui est l'année dernière, et là on est dans la deuxième saison. En gros, février, mars, avril. Ça. Donc je ne comprends pas d'abord pourquoi dans la première saison on nous parlait du nombre de morts, maintenant qu'il y a moins de morts, on nous parle des cas et on ne parle plus de morts. En plus, ce que je trouve aussi assez bizarre, c'est qu'on fait un total des morts depuis les débuts de l'épidémie, c'est-à-dire de la première saison. C'est comme si on donnait les totaux de la mort des morts de la grippe depuis qu'on a découvert la grippe. Alors, il y aurait des milliards maintenant de morts ou des millions de morts. Donc, normalement, il faudrait faire, pour ne pas faire peur à la population, pour ne pas gérer cette crise avec la peur, on devrait donner les morts de la première saison séparément de la deuxième saison. Oui, tout à fait. Alors, théoriquement, je crois que les chiffres sont gonflés. Enfin, on a des raisons très sérieuses scientifiques. Beaucoup de scientifiques l'ont expliqué. Beaucoup de praticiens du système hospitalier. Bon, une trentaine de milliers de morts la première saison, si je puis dire. Un peu plus de 20 000, presque 25 000 peut-être la deuxième.
Mais c'est pas totalement anormal s'agissant d'une grippe. Alors, sachant qu'une grippe… C'est globalement les morts d'une grippe saisonnière. Hein, voilà, ça, alors bon, le taux de mortalité, enfin le taux de létalité, pour parler plutôt de la létalité, renvoie au nombre de morts par rapport au nombre de gens qui ont contracté le virus, est supérieur, effectivement, il ne faut pas le contester, c'est une réalité, aux grippes normales. Il est supérieur aux grippes normales, mais il est un peu supérieur, mais tout en restant quelque chose qui est quand même relativement limité, parce qu'il y a 600 000 morts par an en France en période normale. Donc la surmortalité à l'échelle annuelle, elle se voit quasiment pas. Elle se voit vraiment quasiment pas hein, jusqu'ici par rapport au Covid. Et puis c'est vrai qu'il y a une remarque qui a été faite par beaucoup de médecins, mais de médecins en quelque sorte un petit peu dissidents par rapport à la doxa, à l'opinion officielle. C'est tout simplement que un virus du type Covid, un virus donc qui est un des virus de la grippe, eh ben, ça se traite, ça se soigne tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas une solution miracle, c'est-à-dire un vaccin, mais tout simplement on soigne les gens. C'est-à-dire que puisque c'est saisonnier, puisque ça reviendra sans arrêt, il ne faut pas chercher une solution définitive, il faut tout simplement le soigner régulièrement. Il ne peut pas y avoir de solution définitive, vu que le virus, voilà, il y a eu des mutations des Covid. D'ailleurs, le Covid-19 n'est pas le premier Covid qu'on a. Il y en a une trentaine, je pense, ou plus. Il y en a eu plusieurs Covid, tout au moins. Donc tout ça doit nécessiter prévention et soins tout simplement, plutôt que de se dire on reste chez soi et on attend un vaccin. Alors une remarque tout à fait évidente, hein, il n'y a pas besoin d'être un médecin avec 15 ans d'expérience pour le savoir, mais les milieux où on attrape plus facilement le Covid sont les milieux confinés. Donc alors, soit les transports en commun, pour les gens qui sont obligés de les prendre. À Paris, les transports en commun fonctionnent tout le temps, toujours. Absolument, soit le milieu tout simplement familial. Et en fait, empêcher les gens d'aller au musée où on est quand même moins collés les uns sur les autres que dans sa famille et moins collés les uns sur les autres que dans un supermarché, c'est complètement idiot. Quant au cinéma, ils avaient prévu une place sur 2, les églises avaient prévu une place sur 3. Donc, en fait, en maintenant un certain nombre de gestes barrières dont à propos desquels il est exact qu'ils peuvent avoir une certaine utilité, on aurait pu tout réouvrir, encore une fois, en maintenant quelques gestes barrières. Et c'est surtout finalement en famille que le Covid se transmet, en famille ou les gens qui vont rendre une visite à l'hôpital. Bon, là-dessus, on peut aussi limiter, on peut aller voir des gens malades à l'hôpital en limitant le contact physique. Voilà. Mais effectivement, c'est complètement absurde de pousser les gens à rester chez eux. C'est complètement absurde. Moi, ce que je trouve bizarre aussi, c'est cette manie que maintenant les journalistes, les médias, les experts et les politiques font des comparaisons entre États. Or, même à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, les États ont quand même des climats différents par rapport à la géographie. Par exemple, l'Irlande, que je connais bien, et un climat atlantique que l'Italie ou la France ou le sud de la France qui ont, disons, un climat méditerranéen. Puis il y a aussi les différentes diètes. Chaque pays a une diète différente. Puis chaque pays a des maladies différentes. L'âge moyen des populations est différent. Donc cette comparaison directe me semble assez forcée. Et donc je pense qu'il ne faudrait pas la faire. Mais en tout cas, selon toi, Pierre, comment tu expliques cette dramatisation du Covid ou cette manie à nous confiner? Voilà. C'est sûr que cette dramatisation est délirante quand on voit que la tranche de 84 à 89 ans a, quand les gens ont contracté le virus du Covid, 90 fois plus de mortalité que la tranche de 35 à 39 ans. Hein, donc c'est vraiment une maladie de gens très âgés qui, bien souvent, s'ils n'étaient pas morts du Covid, seraient morts d'une autre forme de grippe ou d'une autre forme d'atteinte respiratoire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire qu'il faut traiter et protéger les personnes âgées. Mais confiner toute la population est ridicule. Par exemple, empêcher les gens de fréquenter des salles de sport, sachant que les gens qui fréquentent des salles de sport sont généralement, par définition même, des gens qui ont une vie saine, une activité physique, et qui en général ont plutôt une moyenne
de 30 ans que de 84 ans, malgré tout, hein, même si heureusement, il y a aussi des gens d'un certain âge dans les salles de sport. Enfin, la moyenne est quand même plutôt jeune que des gens qui ont plus de 80 ans. C'est complètement absurde parce que quand les gens ont le Covid dans des salles de sport, au pire, ils ont un jour ou 2 jours de fièvre qu'ils traitent avec 3 Doliprane et c'est terminé. Donc, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Moi-même qui n'ai pas 30 ans, j'ai eu ce Covid, c'est anecdotique. J'ai été malade une semaine et alors, où est le problème? N'oublions pas aussi que les anciens Romains disaient bien mente sano, corpore sano. Absolument. Donc, on a oublié ce genre de… Exactement. Regardons à la télévision en ce moment, Éric Zemmour, il a eu le Covid, il l'a dit. Bon, il est complètement guéri, il est en pleine forme, tant mieux pour lui. Je veux dire, et pourtant, il a quand même 60 ans à peu près. Il est né en 58. Bon, je veux dire, pour la plupart des gens, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est anecdotique, à condition quand même qu'il y ait un minimum de soins à l'hôpital. Et ça serait sans doute beaucoup plus anecdotique si on nous laissait accès à la médecine préconisée, notamment par l'IHU de Marseille, du docteur Raoult. Alors, comment expliquer? Parce que j'ai noté aussi que c'est les pays, en Europe tout au moins, ne parlons pas de l'Asie où ils ont réglé le problème depuis bien longtemps, depuis la première saison. On note qu'en Europe, les pays qui sont à l'intérieur du fameux limes, c'est-à-dire la frontière d'Adrien, romaine d'Adrien, de l'empereur Adrien, c'est-à-dire tous les pays du sud de l'Europe se sont très mal sortis, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre qui faisait partie du limes romain, oui. La France, l'Italie, la Grèce, tous ces pays-là du sud ont très mal géré cette maladie, tandis que les pays du nord, donc les pays baltiques, baltes, les pays, l'Allemagne, bien entendu, se sont mieux débrouillés. Mais alors, comment tu expliques cette situation et quelle est la raison que dans les pays du Sud, on insiste sur le confinement? Alors, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de culturel qui remonte à loin. Est-ce que les pays du Nord n'ont pas une plus grande tradition à la fois de démocratie et de responsabilité collective, consistant effectivement à être relativement prudent, y compris dans la sphère privée, pour éviter en ce moment, pour limiter les contacts physiques, sans les éviter complètement, et donc limiter la contamination. Et les pays latins, les pays, comme tu le dis, de l'ancien empire romain, ont plus tendance peut-être à ont plus tendance à avoir une tradition d'extrême individualisme, peut-être, et du coup n'ont pas de responsabilité collective. Et la conséquence, c'est que l'État impose des mesures drastiques, complètement délirantes, parce que peut-être la société elle-même n'a pas naturellement des réflexes entre guillemets, de relative autodiscipline. Bon, alors ça, c'est une hypothèse que j'avance, mais elle est quand même très relative parce que je constate qu'en France, malgré tout, le port du masque, y compris en banlieue, est massivement respecté. Donc, je ne sais pas si cette remarque sur le fait que l'autoritarisme des États compenserait peut-être le côté trop individualiste de la population, je ne sais pas jusqu'à quel point l'hypothèse que j'avance est exacte. En tout cas, c'est certainement une hypothèse qu'il conviendrait de vérifier, mais je mets un point d'interrogation à l'hypothèse que j'avance. Hein. Une autre hypothèse pourrait être aussi, avec depuis la montée du féminisme dans les pays latins, il y a une dévirilisation des sociétés latines, en fait. Ça pourrait être une dévirilisation. C'est certain qu'il y a quand même quelque chose qui laisse perplexe. C'est qu'une société saine ne devrait pas accepter durablement le port du masque. Je dis bien durablement, c'est-à-dire que on peut imaginer que pendant une période de 3 semaines, en tout cas dans certains lieux comme dans les métros, dans les autobus, on considère que c'est une prévention qui, sans être
d'une efficacité totale, peut peut-être limiter un peu, ne serait-ce que de 50%, c'est déjà pas mal, la transmission du virus. Donc très bien. Mais le fait qu'on semble s'installer depuis février dernier, enfin depuis que le masque est obligatoire, c'est-à-dire en fait depuis l'été à peu près, dans l'idée qu'on portera le masque indéfiniment, est totalement sidérant, parce que c'est complètement, c'est une anomalie anthropologique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une anomalie anthropologique. Donc c'est vrai que le plus inquiétant dans ce virus, dans cette corona-folie, c'est-à-dire dans la façon folle dont les pouvoirs publics, quand je parle de coronafolie, réagissent et nous imposent une dictature sanitaire, à prétexte sanitaire, le plus inquiétant, c'est quand même qu'on puisse nous faire croire tout et n'importe quoi et nous faire avaler que c'est normal de vivre indéfiniment masqué, et non pas sur une période extrêmement restreinte de 2 semaines, 3 semaines, où on pourrait certes considérer qu'il peut y avoir urgence, le temps, par exemple, d'augmenter le nombre de lits d'hôpitaux ou de réanimation. Le fait qu'on puisse considérer qu'à long terme, c'est normal de vivre masqué, c'est normal d'avoir un couvre-feu, c'est normal d'avoir un confinement, est quelque chose de totalement aberrant. Et je crois que c'est un des gros problèmes de nos sociétés, aussi bien la France que l'Italie et d'autres, c'est l'habitude d'obéir, l'habitude excessive d'obéir. Là, il faudrait qu'un esprit libertaire renaisse pour le coup, mais libertaire dans le bon sens du terme, non pas libéral libertaire à la Cohn-Bendit, mais libertaire au meilleur sens du terme, c'est-à-dire l'amour antique de la liberté. Mais j'ajouterais, pour finir, pour conclure, j'ajouterais aussi une chose qui est quand même flagrante, c'est qu'en France, le gouvernement et le président ne font même plus de la comédie. Je veux dire, les réunions ne se font plus avec le Conseil, les décisions ne sont pas prises par le Conseil des ministres, mais par le Conseil de défense, et l'exécutif ne va même plus faire la comédie devant le Parlement. Oui, tout à fait. Par décret. Au moins en Italie, ils gouvernent aussi par décret, mais au moins ils font encore un peu la comédie en se présentant devant le Parlement et en ayant un vote d'office, quoi. Mais ils jouent même plus à la comédie. Tout à fait. Il y a une dictature technocratique qui a complètement éliminé le Parlement. Et qui effectivement fait que les gens qui sont théoriquement les représentants du peuple, de manière extraordinairement imparfaite, avec un taux d'abstention énorme, avec un mode de scrutin très discutable, etc. Mais malgré tout, officiellement, ces gens représentants du peuple sont totalement mis de côté. C'est une dictature technocratique. Alors pour ma part, je pense qu'elle est fondamentalement au service des intérêts du capital. Il s'agit par les vaccins de générer des profits absolument énormes. Et là-dessus, on en parlera sans doute une autre fois, il faudra bien comprendre qu'il y a une distinction entre les vaccins proposés par les grandes firmes pharmaceutiques, et qui vont être approuvés par notamment le gouvernement français et la plupart des gouvernements européens, et des vaccins proposés par des États, et là je pense au cas de la Chine d'un côté et de la Russie de l'autre, et là on verra qu'il y a deux stratégies tout à fait différentes. Mais je pense que pour cette émission, on a déjà donné quelques pistes de réflexion, voilà, je l'espère. Et la prochaine fois, on parlera aussi dans une autre émission du changement du capitalisme qui change du capitalisme classique qui est celui des magasins pour un capitalisme virtuel. L'économie virtuelle, on en reparlera dans une autre émission de l'économie, du changement vers une économie totalement virtuelle. Voilà, l'économie numérique. Voilà, absolument numérique. Sur ce, on peut conclure ce numéro. Je te remercie, on remercie nos spectateurs et à la prochaine. Merci Gilbert. Au revoir à tous. Au revoir.